l'objet de ce webinaire est de présenter la marque Linkster et qu'est-ce que les machines de chez Linkster sont capables de faire, notamment dans la sphère des machines de fabrication additive disponibles sur le marché. Donc, je présente pour certains, certains le connaissent, donc le co-animateur de ce webinaire, que je remercie encore une fois, Karim de chez Linkster, on se présentera tous les deux ensuite. Encore un grand merci. Donc, let's go. Merci à toi, Boris, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, si tu veux commencer par te présenter, Karim. Ouais, avec plaisir. Donc, du coup, vous l'aurez compris, je m'appelle Karim Sino. Du coup, je suis le cofondateur et le dirigeant de la société Linkster. On est basé à Bayonne, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et pour vous dire deux mots un petit peu sur moi, donc, comme Anthony Beau, qui est parmi les spectateurs, je suis originaire à côté de Montpellier, Agde, exactement. Donc, j'ai un cursus en génie mécanique, en passant par un IUT, une école d'ingénieur. J'ai fait mes premières armes dans les domaines de la machine spéciale. Et c'est au travers de Linkster et avec le fait de m'être associé avec Julien et Thomas qui fait que j'en suis là aujourd'hui dans le domaine de la fabrication additive. Super. Merci Karim pour la super présentation. Donc, eh bien, pour ma part, donc Boris Romatka, je suis ingénieur en mécanique à la base, issu de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechnique de Besançon, dans le 25. Donc, avant toute chose, passionné de mécanique, d'une manière générale, tout comme Karim. Et donc, j'ai commencé ma carrière chez Symétrie à Nîmes, dans le domaine des hexapodes pour le positionnement de précision, de très grande précision pour la recherche fondamentale, notamment tout ce qui est le domaine des synchrotrons, donc positionné au dixième de micron, voire au centième de micron dans l'espace avec 6 degrés de liberté, et du mouvement aussi pour des hexapodes de mouvement, des simulateurs de houle, etc. Et ensuite, j'ai rejoint la société ERM Automatisme, qui est fabricant de machines spéciales pour l'industrie et pour l'éducation nationale depuis les années 90. Et j'ai participé, j'ai cofondé avec Cyril, le PDG de chez ERM, l'entité ERM Fabentest, qui a pour rôle de distribuer des produits de fabrication numérique, donc des technologies de fabrication numérique, et de participer à l'intégration de ces produits-là et de ces technologies-là, de ces process-là, chez les industriels et aussi l'éducation nationale. Donc, on est une petite équipe de 6 personnes pour une évolution positive constante chaque année, tout comme Linkster, je pense. Donc, ce que je te propose, Karim, c'est de présenter, on va rentrer dans le vif du sujet, je te propose de présenter Linkster. Eh bien, du coup, comme on a dit, Linkster, jeune entreprise du Pays Basque, créée en 2016. Donc là, vous avez une photo de l'équipe qui est assez récente, donc une équipe d'une petite quinzaine de personnes. Donc entreprise que j'ai cofondée avec Thomas et Julien, donc deux copains d'école de l'ENI de Tarbes. Et donc en 2016, un premier projet, on va dire, personnel de développer une machine de fabrication professionnelle ouverte et qui nous a mené en fait à un tout premier contrat avec Airbus à Toulouse. Et donc une première livraison de machines, c'est ça qui a clairement déclenché la création de la société. Des ventes s'en sont suivies dans différents domaines, que ce soit le domaine universitaire, que ce soit sur Bordeaux, Paris, le domaine médical, le domaine de l'énergie, du pétrolier, le textile, le luxe, avec des grandes maisons. Toujours pareil, on a continué notre relation avec Airbus, avec d'autres domaines de la défense. Et donc voilà, aujourd'hui, on est installé dans des ateliers à la Technocité de Bayonne. Et donc, on commercialise aujourd'hui en France et démarre l'Europe avec cette équipe assez jeune et dynamique. Donc voilà un petit peu quelques mots sur la société. Forte croissance, on fait quasiment 400% de croissance par an. On recrute à peu près entre 5 et 6 personnes aussi par an. Là, donc on a une vague de recrutement qui va se faire en septembre, donc des personnes qui vont arriver. On a encore 2 ou 3 postes de vacants. Donc voilà, une
pour l'instant, on est content, on va dire. Super. Très bien. Du coup parmi les postes vacants, j'imagine des postes d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune formation réellement diplômante sur le domaine de la fabrication additive. Donc, j'imagine que vous êtes un acteur sensible à ce sujet-là. Complètement. C'est un sujet qui nous touche un petit peu on va dire, de tous les côtés. La première chose qu'on fait, on intervient avec des écoles avec qui on a des partenariats. Donc, on est intervenant, on donne des cours de fabrication additive, que ce soit l'ESTIA, l'ENIT Tarbes, l'Université de Toulouse. Voilà, on essaie d'intervenir là où on peut. Je reviens chaque année aussi à l'UT de Nîmes. Voilà, on essaie de s'impliquer là-dedans. Et après, sur les domaines, les postes de fabrication additive, donc par exemple, on a une ingénieure fabrication additive, un technicien fabrication additive. Et donc, on essaye d'avoir des gens qui soient déjà sensibles à la techno, qui l'aient déjà expérimenté, que ce soit chez eux ou dans des entreprises. Et après, on essaye de les faire monter en compétences sur nos technologies qui sont, on va dire, plutôt novatrices. Et donc, c'est difficile de trouver des gens qui sont déjà formés, que ce soit sur le silicone. Clairement, on ne peut pas forcément trouver quelqu'un qui soit OP là-dessus, puisque ça existait, c'était très rare. Donc voilà, et après, oui, sur les postes toujours en cours, que ce soit du support client, que ce soit de la gestion de production, que ce soit qu'est-ce qu'on a comme autre poste ouvert? Un responsable commercial, on a un développeur logiciel, on a un concepteur mécanique. Voilà un petit peu les postes qui sont ouverts actuellement. D'accord, très bien. Ça, je pense que ça va être très intéressant pour tous les acteurs du monde de l'éducation. Alors, vis-à-vis du monde de l'éducation, mais aussi d'une manière plus générale dans le domaine industriel, quel est le rôle de RM Fabentest vis-à-vis de la présence de Linkster? ERM Fabentest, donc, qui distribue des machines différentes technologies et différentes marques et différentes machines de fabrication numérique, donc notamment en fabrication additive. Donc, on a un pied plutôt fort dans l'éducation nationale. Et on participe, on essaye du moins de participer à accompagner des projets spécifiques avec des solutions tout simplement Linkster. C'est-à-dire que nous, RM Test, quand on détecte que la solution en fabrication additive est on va dire est une imprimante de chez Linkster, à ce moment-là, on travaille main dans la main pour pouvoir ensemble répondre à ce projet. Donc, c'est à ça qu'on sert. Alors, plus au-delà du cadre de ce webinaire, c'est à ça qu'on sert. C'est notre partenariat avec Linkster aujourd'hui. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau du matériel, au niveau de la technologie. Donc, je te propose, Karim, de faire la présentation de la machine, de votre fer de lance, la Linkster S600D. C'est ça. Donc, tout simplement, dans la nébuleuse des machines de fabrication additive disponibles sur le marché, aujourd'hui, qu'est-ce que Linkster propose? Déjà, elle propose un produit qui est conçu et fabriqué en France. Déjà, c'est un point qui peut être très intéressant étant donné c'est une petite remarque vis-à-vis du contexte général en ce moment, du contexte actuel où on a tendance tous, avec la fabrication additive et avec l'approvisionnement de machines, à privilégier des circuits courts, où du coup, également, toute la partie documentation, toute la partie formation, suivi, service après-vente, tout est dispensé en français. Je fais la remarque parce qu'aujourd'hui, énormément de produits sont 100%, on va dire, en anglais, et les versions françaises sont plutôt rares, il faut le souligner. La Linkster S600D, c'est un produit qui est unique au monde. Alors, pourquoi elle est unique au monde? Parce que c'est une imprimante, ce que je vais appeler de multi-technologie, c'est-à-dire avec une seule machine, vous disposez de plusieurs technologies, ce que je vais appeler de fabrication additive, plusieurs façons de faire de la fabrication additive. Donc, avec une seule et même base de machine,
avec un volume qui est plutôt intelligent, puisque c'est un volume qui fait déjà partie des standings d'imprimantes, on va dire, grand volume. On est au-delà de l'imprimante desktop de bureau, où généralement les volumes s'arrêtent à 300, 300, 300. Généralement, on est en dessous. Là, on est tout de suite au-dessus de ce volume-là, donc on peut faire des grandes pièces. Et surtout, le gros avantage, c'est que la tête d'impression… Alors, il existe plusieurs têtes d'impression que propose Linkster, c'est-à-dire que l'utilisateur, si tout simplement il souhaite imprimer en mode FDM, on y reviendra après, il peut le faire. Si ensuite il souhaite imprimer des pâtes céramiques, il suffit de changer la tête, en gros. Et si ensuite il veut imprimer des silicones, bah, tout simplement, il suffit de changer la tête. Donc, globalement, le gros savoir-faire se situe également au-delà de la technologie de déplacement des axes, de la structure de l'imprimante, qui est hyper sécurisée avec de la filtration, avec des capteurs d'ouverture de porte, etc., etc. Le gros cœur de métier se situe dans le savoir-faire au niveau de la tête d'impression et notamment la possibilité de personnaliser la tête d'impression, ce qui rend le produit très, très intéressant et très, très ouvert pour la partie enseignement et aussi pour la partie recherche et développement. Alors, recherche tout court et ou recherche et développement, prototypage pour des petites, moyennes, grandes entreprises. Une enceinte thermorégulée. Alors, petite remarque sur l'enceinte thermorégulée, tout simplement, ça permet à l'utilisateur de passer des matériaux ce qu'on va qualifier de techniques. Par exemple, pour la partie FDM, on y reviendra après, ça permet de passer des matériaux qui demandent une enceinte thermorégulée assez élevée en température. Également, sur la partie personnalisation et la partie ouverture de l'imprimante travaille avec Simplify 3D. Alors, Simplify 3D est livré préconfiguré avec la machine pour pouvoir l'utiliser tout de suite, mais le gros avantage de Simplify 3D, c'est que ça reste un logiciel avec la paramétrie ouverte. Donc, l'utilisateur a la possibilité de pouvoir soit travailler en mode simple, soit de travailler en mode ouvert et avec la possibilité de travailler sur toute la paramétrie. Donc, en résumé, la Linkster 600D, pour moi, c'est une imprimante grand volume, tout d'abord, avec plusieurs têtes personnalisables, donc multi-technologie, donc modulable, et un produit une technologie qui est unique au monde et française, pour le coup, Cocorico. Voilà. Au passage, n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent. N'attendez pas la fin du webinaire parce qu'on peut y répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR au fur et à mesure des slides. Comme ça, on y répond au fur et à mesure. Ça permet d'être dans le vif du sujet tout de suite. Du coup, on a vu que la Linkster S600D, c'était une imprimante modulaire, modulable. Donc, quels sont les différents modes de fabrication, les différentes technologies de fabrication additive disponibles avec une seule et même machine? Donc, tout d'abord, des bases liquides, comme du silicone, des bases tout simplement, alors siliconées, polyuréthane, des résines. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre, Karim, comme base de De manière générale, on a dit à peu près les grandes familles. Dans les essais qu'on a également pu faire, on a travaillé sur de la cire, par exemple, sur les domaines de la fonderie. Mais voilà, en tout cas, des bases liquides, que ce soit en mono ou en bicomposant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça pour les bases liquides. Donc là, il y a déjà un savoir-faire qui est assez monstrueux, qui est situé au niveau des bases liquides, parce que ça ne s'imprime pas comme ça. Il ne suffit pas de déposer un liquide pour que ça se passe bien. Souvent, les silicones peuvent ou doivent être réticulés, etc., etc. Donc il y a un gros savoir-faire autour de cette technologie-là. L'imprimante est capable de travailler en mode classique, comme tout le monde le connaît, en mode FDM, alors la Linkster travaille avec des bases filamentaires de diamètre 1,75 mm. Là-dessus, les matériaux sont ouverts. Linkster travaille avec les plus grands, hein, comme, alors pour ne pas les citer, Kimia par exemple, bien d'autres. BASF, Nanovia. Nanovia, Polymaker, voilà.
globalement, tous les fabricants. De toute façon, la machine est ouverte. Mm. Et sur les matériaux, nous, en fait, les matériaux qu'on essaie de préconfigurer, de paramétrer, on les sélectionne au préalable, on benchmark, pour pouvoir proposer les meilleures formulations. Tout à fait, tout à fait. Alors, très bonne question parce que il ne faut pas ne s'adresser qu'à un public de connaisseurs en mode de fabrication additive. Donc, votre question est une très bonne question. Je vais y répondre direct. Donc, alors, ce qu'on va appeler base liquide, c'est-à-dire que la base est complètement, a une base liquide et qu'elle doit être déposée et qu'après, l'idée avec Memo, c'est qu'elle puisse se tenir une fois qu'elle est déposée. Donc, pour ça, il y a des façons de faire. Il y a des UV, il y a de la polymérisation, etc. etc. Le mode FDM, tout simplement, c'est qu'on part d'une base filamentaire, c'est-à-dire un fil rigide, une structure moléculaire qui est rigide et qui est constituée sous forme de fil, qui passe au travers d'un extrudeur, c'est-à-dire qui monte en température de fusion, qui va temporairement passer en phase, ce qu'on peut appeler de pâteuse. Et ensuite, une fois que la base, que la base est déposée, donc en mode FDM. Une fois qu'on est déposé, qu'on est sorti de la buse, le fil est tout de suite refroidi pour retrouver une chaîne polymère, on va dire, rigide. Donc, pour compléter un petit peu ce que tu dis, Boris, en fait, alors pour reprendre les bases liquides, pour vous imaginer un petit peu à quoi ça peut ressembler, en fait, c'est un petit peu comme du silicone que vous pourriez acheter à Leroy Merlin, comme une cartouche. Vous avez votre pistolet, en fait, et vous allez extruder en fait, un silicone qui va être relativement pâteux. Donc ça, c'est sur les monocomposants. Les monocomposants, en fait, vont être relativement pâteux pour que quand on dépose le cordon, on puisse empiler les couches et monter en hauteur. On est capable de monter sur 400-500 mm de haut et que ça se tienne très bien. Sur les monocomposants, on va avoir une réticulation. Une réticulation, ça veut dire séchage, solidification, au contact de l'air, tout simplement, comme le silicone de Saint-Gobain, il va réticuler au contact de l'humidité qui est dans l'air. Et on a des bicomposants. Alors, soit tout simplement, on mélange composant A, composant B, ils vont réagir entre eux et ça va se solidifier. Ou alors, on peut avoir des bicomposants type LSR, pour ceux qui connaissent, qui sont des silicones sur lesquels on va devoir apporter de l'énergie, de la chaleur notamment, pour pouvoir activer la réticulation. Et sur les filaments, le FDM, donc en fait, c'est du dépôt de filamentaire. Vous avez une bobine de filament et vous venez tout simplement en fait, chauffer le filament et déposer la matière là où il y en a besoin. Merci Karim pour tes précisions. Voilà, on essaye de le faire avec nos mots. Si vous avez la moindre remarque à apporter, ce n'est pas forcément des questions. Si c'est des remarques à apporter, des précisions, si c'est des petites questions, surtout n'hésitez pas à compléter. Enfin, un gros sujet, pardon, excusez-moi, je vais revenir avant, les bases de pâte chargée, donc qui ont besoin après derrière d'un déliantage et d'un frittage forcément. Là, l'imprimante a pour rôle de faire de la fabrication additive. Ce n'est pas une machine tout en un forcément qui va faire le déliantage et le frittage, puisqu'après, des machines sont dédiées, notamment avec des parties four. Donc, la pâte chargée, du coup, la pâte, Karim, tu peux compléter si… Ouais, en fait, c'est une base aqueuse. Oui. Une base aqueuse dans laquelle on a une charge, donc une poudre de céramique. Alors aujourd'hui, on travaille essentiellement les céramiques techniques, mais on fait aussi des essais sur les céramiques traditionnelles. Et comme le dit Boris, en fait, on a un post-traitement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué la pièce, on obtient ce qu'on appelle un cru. Et ce cru-là, en fait, on va d'abord légèrement le sécher pour commencer à évaporer finalement l'eau qui est présente dans cette pâte. Et ensuite, on va faire un déliantage thermique, à contrario d'autres déliantages qui peuvent exister sur le marché, qui sont des déliantages chimiques ou catalytiques. Et ensuite, on va monter en température pour venir densifier, friter la pièce. Alors, petite question, que signifie du coup le déliantage dans la composition en fait de ta pâte chargée, de ta base de pâte chargée? C'est-à-dire qu'il y a la matière qu'on souhaite obtenir au final, donc la base… La poudre, voilà, qui est présente, la poudre de céramique. Et en fait, pour pouvoir englober et mettre en forme cette poudre,
on va la diluer, entre guillemets, dans un liant. Tout simplement, ça ressemble en fait à la fin à une argile, un petit peu, une argile liquide qu'on va mettre en forme et ensuite qu'on va venir cuire, tout simplement. Tu as une question pour toi, je pense, Karim. Alors, pour la céramique, extrusion avec air comprimé ou piston mécanique? alors très très bonne question. Alors, pour la céramique, on envisage deux voies. La première, c'est la même voie. Alors, deuxième question de Max. Je fais répondre en direct pour la première, comme ça je te laisse répondre. Et donc, pour l'extrusion de pâte, on envisage deux voies. La première voie, c'est une vis d'extrusion qui permet de fortement réofluidifier les pâtes. Donc, ce qui est intéressant, c'est on peut avoir un taux de charge très élevé et on a une vis d'extrusion qui est renforcée pour pouvoir avoir une bonne tenue à l'abrasion. Très intéressante aussi parce qu'on a des très bons débits. Donc, on peut déposer des couches assez épaisses. L'autre voie qu'on utilise, c'est la même technologie que pour le silicone. Donc, ce sont des pompes volumétriques. Exactement, ce sont des pompes PCP qui sont utilisées habituellement pour le microdosage et qui nous permettent de déposer très précisément donc des liquides avec une plage de viscosité assez large. Ça va de l'eau du coup à des pâtes. Par contre, on va un peu moins réofluidifier. Par contre, on est beaucoup plus précis au niveau de la dépose. Donc, dans les deux cas, on n'utilise pas d'air comprimé. Le seul air comprimé qu'on utilise, c'est pour pouvoir gaver en fait les têtes, tout simplement pour approvisionner la pâte ou le silicone jusqu'à la tête. Et après, ce sont des mouvements mécaniques qui permettent de déposer le cordon. Et ça permet d'avoir une très bonne précision de départ et d'arrêt de flux. Donc, ça répond à la question. Si jamais ça ne répond pas, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Alors, monsieur Bernier, j'ai déjà un équipement avec piston mécanique et vis d'extrusion. Donc voilà, là, on est sur une… Après, peut-être que les équipements sont légèrement différents, sachant qu'il ne faut pas perdre de vue que le concept de cette machine est la modularité. Donc forcément, les technologies… Et puis le gros avantage, c'est que si demain, le concept, la technologie liée au dépôt de base pas de charge change, la machine reste la même. Tout à fait. Alors, pour information, le piston, le dosage par piston est, on va dire, comment dire, moins précis quand même que ce qu'on peut obtenir avec les technologies de déposition que nous, on peut intégrer dans la machine. Pour vous donner un ordre de grandeur, la résolution de dosage sur les pompes de silicone, typiquement, elle est de l'ordre du centième de millilitre. C'est-à-dire qu'on est capable de doser des micro-gouttelettes d'eau en dépose ou en rétraction. Ça vous donne à peu près un ordre de grandeur de la précision qu'on est capable d'obtenir là-dessus. Pour répondre à Max, pour l'instant, les technologies et les matériaux céramiques ne sont pas encore officiellement commercialisés, mais on sera capable de fournir, ou en tout cas de conseiller des fours de déliantage et de fritage aux clients qui dépendront en fait finalement des matériaux qu'ils souhaitent mettre en œuvre. C'est ça. Au passage aussi, pour répondre à cette question, nous, en tant que RM Fab Test, on est capable aussi de proposer des solutions complètes, donc avec Linkster pour une partie, et puis aussi sur des solutions de déliantage et de fritage industriel, sachant que dans l'idée, c'est de travailler toujours main dans la main avec Linkster pour proposer la bonne solution de déliantage et la bonne solution de fritage. Il existe par exemple des fours de fritage, il en existe plein à travers le monde, seulement selon ce qu'on veut friter à l'intérieur, le process, les cycles, etc., ça peut changer et des fois, il faut un certain modèle de four spécifique, par exemple. Que ce soit des céramiques oxydes, non oxydes, ça n'implique pas forcément les mêmes choses. Dans tous les cas, oui. Ouais. Pour répondre à la question de Karim, la chambre est thermorégulée à 80 degrés. Ça paraît loin pour faire du PIC, du PEC. Espérer de c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Clairement, on n'a jamais positionné cette machine pour pouvoir faire des matériaux très haute température, donc des thermostables. Par contre, sur des matériaux comme le PEC,
ou le pic, si on a des formulations dont la vitesse de cristallisation est assez lente, on arrive facilement à les mettre en œuvre. Par exemple, là, j'ai une pièce qui est en PEC, alors qui n'est pas de grande dimension, mais on arrive facilement en fait, à les mettre en œuvre. On a un plateau, une surface qui monte à 200 degrés, on a l'enceinte qui monte à 80, les extrudeurs qui peuvent monter à 450. Certes, on ne va pas maîtriser la cristallisation au sein de la machine. Par contre, on est capable de le faire en post-traitement, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une étuve à côté et appliquer un La traitement. remontée en température. Ouais. Voilà, pour venir en fait favoriser la cristallisation du matériau. Sachant que, encore une fois, pour compléter Karim, on est sur une imprimante modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez imprimer la plupart, en mode FDM, vous pouvez imprimer la plupart des filaments, on va dire, connus et classiques sur le marché. Si vous avez besoin de faire du prototypage sur des bases PIC, des bases PEI, etc., rien ne vous empêche également, pour davantage de facilité de maîtrise de la partie dimensionnelle, de la partie géométrique de la pièce pour des petites pièces, aussi de les tenter sur des matériaux comme ça, mais chargés. Tout à fait. Qui ont beaucoup moins qui évoluent beaucoup moins au fur et à mesure du refroidissement pendant l'impression. Tout à fait. Et toujours dans un esprit de modularité. Généralement, quand on veut faire exclusivement du PIC, on achète une imprimante faite pour faire exclusivement du PIC. C'est pas contre l'Inkster ni contre. Non, mais on a le même discours. Voilà. On n'a jamais comment dire, poussé des gens à faire du PIC sur notre machine. De toute façon, on les a fait, les essais. Ça dépend des formulations de Très PIC. compliqué. Hein. C'est très complexe à mettre en œuvre. Même sur des machines haute température, je vous souhaite bon courage, c'est vraiment pas facile. Ouais. Et souvent, il faut aussi se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin du PIC parce que souvent, à 800 ou 1000 euros le kilo, bon, il faut quand même en avoir vraiment l'utilité. Donc, rien n'empêche. Par contre, nous, on a un PEC de chez Kimia amorphe qui fonctionne très, très bien sur notre machine. Et ça vous permet de, par exemple, faire des outillages qui ont besoin d'une très bonne tenue à la température ou d'une très bonne résistance chimique. Par exemple, sur des applications, on a eu des applications d'outillage sur des cabines de peinture qui montaient, je ne sais plus, 130, 140 degrés. Donc, ils avaient besoin de boucher des orifices, ils avaient besoin que les outillages tiennent la température, ou sur des bains de traitement. Donc, typiquement, sur ces applications-là, on n'a pas besoin de la résistance mécanique du PIC ou du PEC, notamment du PEC. Et donc, en fait, finalement, la mise en forme que propose la machine suffit à l'application. Je me permets, alors je vois qu'il y a pas mal de questions sur la partie céramique et silicone. Ce que je vous propose, c'est qu'on diffère un tout petit peu la réponse à ces questions parce qu'on va aborder, pour avancer dans le PowerPoint et puis pour que ça ait plus de sens, puisque là, c'est une présentation des différents modes de fabrication additive disponibles sur la machine. On va avancer. Il va y avoir un premier slide sur la partie FDM pour montrer un petit peu le pourquoi du comment sur la tête d'impression. Ensuite, il y aura la même chose sur la partie silicone. Donc, à ce moment-là, on va répondre aux questions sur le silicone. Et puis, pareil sur les pads chargés. Encore une fois, Karim, n'hésite pas à… Je vais essayer d'intégrer les réponses aux questions dans la présentation. Moi, il n'y a pas de souci. OK. Donc, pour revenir au procédé donc, du coup, FDM, alors là, il y a pas mal d'écrits sur le slide, mais globalement, pour vous donner un ordre, l'idée, c'est de vous donner un ordre d'idée de comment, quel est le parti pris de chez Linkster au niveau de la tête d'impression. Donc, chez Linkster, sur la partie FDM, on est sur deux configurations possibles, soit de la mono-extrusion, où à ce moment-là, on bénéficie, alors il ne faut pas oublier que les têtes sont interchangeables ou configurables à l'investissement dans la machine, au moment de l'achat de la machine, etc. Donc, on peut faire soit de la mono-extrusion, c'est-à-dire approvisionnement d'un seul fil. L'avantage ici, essentiellement, c'est qu'on se concentre sur des pièces monomères, on va dire, enfin des pièces monomatériaux, avec un volume de 390 par 600 mm. Ou bien, il existe des têtes FDM qui vous permettent de passer jusqu'à trois matériaux différents sur la même pièce. Alors, ça peut être
de la bimatière et du support dans une autre matière, ça peut être 3 matières, etc. etc. Forcément, ici, le volume d'impression va être limité à 360 mm, puisqu'il faut imaginer que comme le volume est un cylindre d'un diamètre de 360 ou 390, en mode monofilament, on va pouvoir aller plus loin, là où, avec trois bus différentes, trois têtes différentes, il va falloir, forcément, ça restreint un petit peu le volume moyen que peuvent faire toutes les têtes. Pour compléter aussi, Boris, ce qui va vraiment différer aussi entre les deux, c'est la température, mais je pense que c'est ce que tu allais dire peut-être. La température d'enceinte. Oui, oui. Température d'enceinte, où là, on est limité, c'est jusqu'à 45 degrés. Alors, je pense que c'est la conception de la tête qui est issue de cette limitation. C'est ça, c'est la motorisation qui est intégrée dans la tête triple extrusion, puisqu'en fait, on a une gestion des hauteurs de bus. Donc, à chaque fois qu'il y a une bus qui travaille, les deux autres sont remontés, ce qui permet d'avoir une gestion de la multi-extrusion propre comparée à des bus fixes. Et sur la mono-extrusion, on n'a pas de motorisation, donc on peut là aller pousser l'enceinte thermorégulée à son maximum. C'est ça. Là, on est limité par la présence de composants électroniques qui craignent les hautes températures directement intégrées à la tête. On est sur un refroidissement liquide des têtes, donc ce qui nous permet de monter jusqu'à 450 degrés. Il faut imaginer que au niveau de la buse, si on monte jusqu'à 450 degrés, il faut très rapidement, au-dessus de la buse, technologiquement, refroidir l'ensemble du corps qui amène le fil, parce que sinon la température remonte à l'intérieur et du coup ça peut déformer le fil, ça peut boucher la buse, etc. Donc là on est sur du refroidissement liquide. Comme le précisait Karim, on est sur de la gestion automatique de hauteur de buse. Alors, il y a plusieurs avantages. C'est que déjà, les buses qui ne travaillent pas se rétractent vers le haut. Donc, du coup, ça ne gêne pas, le travail de l'imprimante. Et également, en fait, sur la tête, vous avez un système de clapet, on va dire, de bouchage de buse qui vient du coup éviter, parce qu'il faut imaginer que comme les autres têtes doivent rester en température, il y a un phénomène de fluage du fil qui peut on va dire, en fait, ça peut en mettre partout et ça peut gêner, ça peut se déposer sur la pièce qui est en cours d'impression, donc c'est gênant. Donc à ce moment-là, ici, il y a vraiment un système mécanique qui permet d'éviter ces phénomènes de fluage, en plus de la rétraction classique qu'on connaît. Enfin, diamètre de buse allant de 0,15 à 1,2 mm de diamètre de buse, qui nous permet de travailler sur différentes épaisseurs de couches et donc soit être dans des modes de production ou de prototypage de pièces très précises qui demandent un grand niveau de détail avec des buses d'un diamètre faible, donc petite épaisseur de couche, ou alors en mode fabrication de grosses pièces qui n'ont pas forcément besoin d'un niveau de détail élevé et qui ont surtout besoin d'avoir une rapidité d'impression. Donc là, à ce moment-là, on va monter en diamètre de buse disponible jusqu'à 1,2 mm et par conséquent en épaisseur de couche. Voilà. Pour commencer à répondre à quelques questions, la question d'Anthony, puisqu'elle est transverse à toutes les têtes, c'est le temps de changement pour passer d'une tête à l'autre. Alors, ça prend quelques minutes. On déconnecte mécaniquement la tête du porte-outil machine. On déconnecte le faisceau électrique qui intègre et la partie hydraulique. Ça prend vraiment 2 minutes montre en main et on peut charger une nouvelle tête. Donc, si besoin de nettoyage, par exemple, changer un bloc d'extrusion sur la partie filament ou nettoyer la pompe de dosage, ça peut se faire à côté de la machine. Il n'y a pas besoin de le faire dans la machine. L'avantage, c'est qu'en 5 minutes, vous avez changé de machine, entre guillemets. Mais même pour le refroidissement rapide, voilà, il y a des raccords rapides. Ouais, des raccords rapides donc, pas de problème particulier à ce niveau-là. Question de François Bernier, le moteur d'extrusion est au niveau de la tête ou déporté. Alors, sur ces deux têtes-là, il est déporté. Ça permet d'avoir un allègement des têtes et de pouvoir monter aussi en température l'enceinte. Pour information, il y a une autre tête qui devrait arriver sur le marché qui sera de la double extrusion direct drive. Donc, pour plus de débit et plus de précision au niveau de l'extrusion.
À savoir que quand on est en direct drive, et quand là, dans ce cas-là, on a beaucoup d'extrudeurs, ça voudrait dire que le poids de la tête serait quand même très conséquent. Donc, on pourra aller moins vite aussi sur toutes les phases d'accélération, vitesse de voyage, etc. Donc, le mode d'entraînement par Bowden a des inconvénients qui sont connus, hein, puisqu'on déporte, on déporte la motorisation. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe après? C'est un petit peu plus difficile à gérer. Ça se fait très bien aujourd'hui, ça existe, c'est reconnu, ça existe déjà mondialement, mais c'est un petit peu plus compliqué pour certaines marques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on déporte toute la partie composants électroniques et du coup aussi, ça nous permet d'être plus rapide sur les phénomènes, sur les phases d'accélération, décélération et puis aussi vitesse de voyage, vitesse d'impression. C'est ça. Pour information, on est capable de monter jusqu'à 500 ou 600 mm par seconde au niveau des vitesses de déplacement et on tourne aux alentours des, je crois, 1500 mm par seconde moins 2 au niveau des accélérations. Sur du PLA, en vitesse d'impression, pour nous donner un ordre d'idée, vous arrivez à atteindre Ça quoi? dépend du niveau de qualité qu'on veut obtenir, mais ça nous est arrivé de monter à 150 mm par seconde. Ouais. Donc 150 mm par seconde pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, c'est très très bien. Généralement, quand on commence à atteindre du 120 mm par seconde, c'est pas mal. On est sur un bon produit qui a des qualités mécaniques, qui a des bonnes qualités mécaniques, c'est des machines, la mécanique est bien faite, etc. Et le produit est maîtrisé. Quand là, 150, pour le coup, c'est une valeur qui est quand même très très bien et qui veut dire d'une manière générale que la machine, que les gens qui font la machine savent ce qu'ils font. Mais déjà de base, voilà, pour donner un peu plus d'infos, la structure de la machine est usinée. La structure robot est usinée, alors entre guillemets fait en France. Tout est usiné à 20 km de chez nous. Donc voilà, c'est le but d'avoir vraiment déjà une robotique propre pour pouvoir atteindre ces performances-là. La question de Karim Lost aussi. Oui. Alors, si j'essaye de comprendre la question, c'est est-ce qu'on peut déposer des couches, voilà, entre Est-ce qu'on guillemets. peut faire de la surimpression, par exemple? Alors, j'imagine qu'il y a deux questions, on va dire, dans cette question. La première, c'est est-ce qu'on peut déposer des couches comme ça? Alors, pas avec Simplify 3D, mais avec des logiciels qui sont capables de le générer. Oui, la machine, elle est ouverte aussi au niveau logiciel, c'est-à-dire qu'elle mange du G-code. Donc, en fait, finalement, que vous générez un G-code avec Cura, Simplify 3D ou NX, c'est la même chose. Et ça nous est arrivé avec Grasshopper, pour ceux qui sont un peu passionnés de robotique, de générer des structures, enfin des trajectoires 3D. Donc après, par contre, ça demande à mettre un petit peu les mains dans le logiciel, mais en tout cas, ça peut se faire. Deuxième question, on peut tout à fait imprimer une première pièce, d'ailleurs je l'ai ici. Hop, peut-être que ça va faire la mise au point. Alors, ce n'est pas exactement la réponse à la question, mais là, par exemple, on a imprimé du silicone en verre, on a mis en pause l'impression, on a rechargé une autre matière et on l'a redéposé par-dessus. On est aussi capable de le faire avec des matériaux différents. C'est-à-dire que, par exemple, ou avec une pièce déjà existante, vous avez une pièce, vous pouvez venir recalibrer la hauteur de dépose de la première couche et venir déposer la matière directement à partir de cette surface-là. Tout ça, ça se fait avec des outils qui sont livrés avec la machine, donc une jauge de calibration des hauteurs de buse, comme on retrouve en usinage, et un palpeur qui se monte en lieu et place des têtes, qui permet, voilà, ces éléments-là, ces outils-là permettent de calibrer automatiquement la machine. J'espère, Karim, que ça a pu répondre à ta question. Complet, surtout que je pense que les deux sujets intéressent énormément de gens au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui fera partie de la standardisation dans les prochaines années, quoi. Tout à fait. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la partie FDM. Donc, globalement, un très joli compliment de la part de Karim. Merci beaucoup. Disons que dans l'idée, voilà, on est déjà sur une imprimante 3D FDM, on va dire, allez, classique, qui du coup a la mécanique très bien faite, qui du coup a non pas la tête bien faite, mais les têtes bien faites. Mais plusieurs gros intérêts parmi les changements de tête sont du coup
le fait de pouvoir changer de technologie. Exactement. Hop. Et là, je pense qu'il va y avoir des questions. Voilà, donc bon, on va essayer de passer en revue un petit peu les différentes spécifications. Donc en bas à gauche, vous voyez donc là, on est sur la partie des poses liquides qui sont faites par les pompes PCP de microdosage. Sur la partie gauche, donc vous voyez la tête monocomposant. Alors malheureusement, je n'ai pas de photo propre de la tête bicomposant. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est la même que la monocomposant, mais simplement doublée. En fait, vous avez deux pompes juxtaposées, donc deux entrées de matière et une sortie, avec, pour ceux qui connaissent, un mélangeur statique qui permet en fait d'homogénéiser le mélange. Donc, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Ces technologies de pompe, donc en fait, qu'on appelle aussi pompes moineaux, sont capables de gérer une plage de viscosité qui est très large. Donc, on est capable de doser de l'eau et de déposer des pâtes. Donc, ça laisse pas mal de manœuvres, voilà, de champs d'application. Ça peut, voilà. Bon, nous, on travaille essentiellement sur des élastomères, donc type silicone. Là, on va démarrer des essais avec une gamme de polyuréthane. En parallèle aussi, là, on a des projets de thermodure chargés, donc des résines. Après, rien n'empêche d'utiliser, il y a des projets de recherche là, qui se montent sur des encres chargées, par exemple, ou des métaux liquides. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sur des résines chargées graphène, sur voilà, ce genre de matériaux. Donc, gros avantage, il y a une très grande résistance chimique sur tous les composants qui sont intégrés dans la tête. Qui dit donc très bonne résistance chimique, qui dit qu'on peut y passer à peu près tout et n'importe quoi. Dit aussi du coup facilité de nettoyage et de démontage. Il faut à peu près 1 minute pour démonter la tête. Il y a besoin d'une clé Allen et on démonte la partie haute, donc la motorisation, de la partie basse qui contient le stator et le rotor. Donc, pour ceux qui connaissent la pompe PCP, ça ressemble un peu à une vis d'extrusion, sauf qu'on ne cisaille pas complètement le fluide, on le déplace en fait. On le déplace dans des chambres successives, ce qui fait que la pompe en elle-même est étanche, et une fois qu'on a extrudé une cavité, la matière qui est au-dessus, en fait, ne coule pas au travers de la buse. Donc en fait, si on a besoin de rétracter, on fait simplement un mouvement inverse et hop, le fluide s'arrête de couler. Donc un petit peu pareil sur les têtes filaments, on est capable de faire varier les diamètres de buse qui vont de 0,2 mm comme c'est marqué à 1,6. Les buses, on a fait le choix de proposer des buses métalliques qui se déforment beaucoup moins que des buses en plastique et qui ont une meilleure résistance à l'abrasivité. C'était une question d'ailleurs, c'était une question de François Bernier. Je ne l'ai pas vu, j'ai fermé la fenêtre. J'ai répondu. Enfin, j'ai répondu en direct. Je pense que ça répond à votre question. François, ce sont des bus Luerlock, enfin, c'est une connexion Luerlock. Donc peut-être que c'est pas la photo, elle n'est pas à jour sur le PowerPoint, mais ce sont bien des bus métalliques. Enfin, vous avez le choix, vous pouvez monter les deux. On peut y monter en fait toute une gamme de bus. On peut même aller jusqu'à des aiguilles de très très faible diamètre. Donc, bon, j'ai passé un peu les questions. Et ensuite, oui, il y a une autre question de François Bernier sur le bicomposant. Oui, le mélangeur statique est inconsommable. Sinon, ça serait très compliqué à gérer parce que quand on fait des bicomposants, en général, le mélange réticule dans le mélangeur statique. Donc, on peut facilement le changer. Quand vous avez les deux entrées et qui se réunissent à la sortie, on ne se mélange pas avant de rentrer dans le mélangeur statique. Et donc, on retrouve les mêmes propriétés de viscosité, de résistance chimique, de précision de départ, d'arrêt de flux, de nettoyage et de diamètre de buse sur la bicomposant. Et une question sur le contenant de enfin ouais, c'est plutôt pour après, pour la céramique et le silicone. Bon, ça, on aura l'occasion de. Alors
Alors, on peut en parler même maintenant. On a deux formats. C'est le même type de contenant, d'ailleurs. On a deux formats. Alors oui, sur le mono et le bicomposant, on peut monter les contenants qu'on voit là. Donc, ce sont ce qu'on appelle des seringues qui font 55 cm3. C'est très intéressant parce que ça permet voilà, d'utiliser des petits volumes rapides, des volumes flash en fait, quand on veut faire un essai ou fabriquer une petite pièce. Quand on veut essayer un nouveau matériau, c'est très intéressant pour les laboratoires aussi parce que souvent, quand on fait de la recherche sur de la formulation, on n'a pas besoin de faire des kilos et des kilos. Donc ça permet vraiment de travailler sur des petites quantités. Par contre, si on veut avoir de l'autonomie, là, on est en train de finaliser des cartouches de 1 litre qui se connecteront directement sur le côté de la machine et qui viendront approvisionner directement les têtes. Et donc là, sur 1 litre, on a quand même beaucoup plus d'autonomie. Très bien. Une question sur la durée de vie des matériaux liquides. Les matériaux liquides, alors c'est une très bonne question, puisque c'est vrai que ça soit sur les silicones ou même les pâtes, on a des DLU, donc date limite d'utilisation. Ça dépend des fabricants de silicone. Ça peut aller de 6 mois à 2 ans ou 3 ans. Ça dépend un petit peu des fabricants de matière. C'est eux qui… On n'est pas sur de la journée ou sur du 2 jours. Après, ça dépend des formulations. Après, sur des formulations ultra spécifiques que je n'aurais pas forcément là en tête, peut-être. Mais là, nous, sur ce qu'on utilise, en tout cas, on a souvent des DLU sur le silicone qui vont de 6 mois à 1 an, voire même des fois sur des bicomposants qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Très bien. Les domaines d'application, Karim, sur les domaines d'application et les industries qui sont supposées être intéressées par ces types de procédés, est-ce que tu as un petit panel des domaines de prédilection? Ouais, d'accord. Alors, peut-être qu'on le garde pour tout à l'heure. On peut garder pour tout à l'heure, si tu veux. J'ai mis quelques pièces dans une slide en silicone Ah ben, thermoplastique. on peut le faire là, oui, il n'y a pas de souci, on pourra le faire là. Donc, alors, quel contenant pour la céramique et le silicone? Oui, donc ça c'est après. Bon, ben, on va pouvoir passer à la suite. Donc là, on a vu le procédé, la deuxième technologie disponible sur la Linkster S600D. Donc la partie silicone, partie liquide et pâteuse. Et juste pour terminer là-dessus, puisqu'on va passer sur la céramique, ces têtes-là, comme on disait, peuvent être, comment dire, la matière peut être chargée. Les têtes peuvent résister aussi à l'abrasion d'une pâte chargée. Par exemple, en ce moment, on passe de pâte métallique dans ces têtes-là. Donc, la pompe est quand même, permet quand même, enfin, elle est permissive. Ouais, très permissive. D'accord. Adoré, Monsieur Bernier. Merci pour toutes vos questions encore une fois. Ça rend les choses très intéressantes. Alors maintenant, les pâtes, alumine, cordierite, zircone. Voilà, donc là, pareil, je suis Qu'est-ce désolé, que vous en dites? de photos de la tête à vous montrer. Ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une vis d'extrusion, donc, et avec un profil de vis et des traitements qui sont appliqués, adaptés aux pâtes céramiques techniques. Donc, toute cette partie, donc nous, vous l'aurez compris, on n'est pas des experts en céramique. C'est pour ça qu'on s'est associé avec le CTTC, le Centre de transfert techno de la céramique à Limoges. Je pense que tout céramiste connaît déjà de base Limoges et éventuellement même le CTTC. Donc c'est avec eux qu'on développe cette technologie et avec qui on développe aussi les matières qu'on voit nommées en haut, donc l'alumine, la cordierite ou la zircone. Il y en a plein d'autres qu'on développe avec eux, mais ces trois-là sont les matières les plus avancées. Donc, c'est une technologie qui est encore en cours de finalisation en termes de développement. On a déjà des très bons résultats. Alors, je vais peut-être anticiper certaines questions, mais on a sur ces matériaux-là une densité qui avoisine les 93% à peu près après frittage. On a l'avantage de pouvoir travailler sur des volumes qui peuvent être assez importants, contrairement
des procédés type SLA céramique. On a l'avantage aussi de pouvoir traiter une très grande gamme de matériaux parce que contrairement à, typiquement, je compare ça à du SLA céramique parce que c'est quasiment un des seuls procédés qui permet aussi d'obtenir des pièces en céramique. On n'est pas comment dire, limité par la photopolymérisation de la résine. Là, on utilise une base aqueuse. Donc finalement, on peut y mettre à peu près n'importe quelle poudre à l'intérieur et on n'a pas de gestion de cette photopolymérisation à gérer. Donc, si on devait voir un petit peu les avantages de cette techno, ça va être du grand volume, du débit et une grande variété de matières. Et donc, voilà, sur la tête, on en a parlé, capacité d'avoir un haut niveau de charge. Alors, je crois qu'on avait une question tout à l'heure là-dessus. Sur Quel est le taux de charge en volume pour les pâtes chargées céramiques? voilà, aujourd'hui, de mémoire, j'espère que il me semble que je ne dis pas une bêtise, en volume, on travaille aux alentours des 60% à peu près. Ça peut être un peu moins, ça peut être plus en volume. Une question de Boris Romatka. Quel est le taux quel est le coefficient de retrait? Comment vous maîtrisez le retrait? Parce que là, il y a un retrait. Voilà, il y a un retrait, c'est aussi là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Il va être de l'ordre à peu près de 20% à peu près. Mais ça veut dire qu'il doit être, du coup, ça veut dire… Au moment de la conception et en fonction des matières, en fait, on va tout simplement venir réaliser des essais, par exemple des prouvettes qu'on va délianter et friter. Et en fonction de la formulation, on va venir faire ces acquisitions de données et qui vont permettre en fait de prévoir la conception avant la fabrication. Après, logiciellement, ça peut s'anticiper. Il y a plusieurs logiciels qui sont capables d'intégrer ces données et de faire des mises à l'échelle en fonction des secteurs de matière ou des choses comme ça. Après, il y a toujours des règles de conception à adopter pour les procédés, éviter les changements brusques de section, des choses comme ça, les épaisseurs fines. Mais voilà à peu près les ordres de grandeur. Sur la partie céramique, si vous avez des questions très précises sur des matériaux en particulier, je vous invite à en rediscuter après coup. Si besoin, on peut aussi mettre dans la boucle le CTTC qui sont des experts là-dedans et qui se font un plaisir de répondre à vos questions. Et après, il y a une autre question de Jean-Noël. Une matière d'origine argileuse contenant naturellement de la chaux utilisée pour la fabrication de matériaux en terre cuite est-elle adaptée? Il me semble que ça peut. Mais à vérifier. Je pense que si on posera la question directement au CTTC, on a un ingénieur céramiste aussi chez nous. Il n'est pas là aujourd'hui. Je voulais qu'il soit là, mais malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Mais à la limite, on reprend contact après le webinaire et on essaie d'approfondir le sujet. On a les coordonnées de M. Varacha, nous a laissé ses coordonnées. Donc, M. Varacha, on se recontacte après le webinaire. Et si vous avez des questions spécifiques, voilà, vous pourrez mettre toutes les questions supplémentaires auxquelles on n'a pas répondu, surtout si elles sont dédiées matière. Et à ce moment-là, on essaiera de fonctionner comme ça. D'une manière générale, pour tous les participants, sachez que on fonctionne, enfin, que ce soit ERM ou que ce soit Linkster, on fonctionne quasiment toujours comme ça. Généralement, vous avez une problématique. Cette problématique a besoin d'être résolue. Alors, est-ce qu'une machine de fabrication additive peut résoudre votre problématique? Oui, non. Dans tous les cas, nous, on est là, que ce soit ERM et ou Linkster, on est là pour mener avec vous, pour essayer de trouver et de déterminer quelle est la solution, que ce soit matière, process, technologie, etc., qui va répondre à votre problématique. Donc, si votre problématique, c'est une problématique essentiellement matière, il ne faut pas hésiter à la soumettre. Et à ce moment-là, derrière, il y a le CTTC, il y a toutes les compétences de chez Linkster, toutes les compétences de chez ERM, etc., pour essayer de trouver quelle est la bonne formulation, la bonne matière, la bonne technologie qui va répondre à votre problématique. Dans un premier temps. Le plus important, c'est de résoudre la problématique technique. Totalement.
Et pour répondre à la question de François Bernier sur les contenants, on a les mêmes contenants, en fait, c'est les mêmes standards de cartouches de 1 litre sur la céramique. Donc, en fait, une cartouche avec un piston à l'arrière, de l'air comprimé pousse le piston qui va ensuite pousser la pâte et venir gaver soit la pompe de dosage, soit la vis d'extrusion pour les pâtes chargées. Très bien. Merci Karim. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui viennent sur les différents procédés. Alors, on va passer au slide suivant. Donc, c'est là en fait où on va un petit peu parler des applications. Alors, nous, aujourd'hui, les machines, elles sont utilisées, que ça soit dans divers secteurs. Si on essaie de faire un petit peu des généralités, on va avoir en gros un tiers pour la recherche, le développement, donc plutôt orienté université, laboratoire, formulation, souvent aussi corrélé avec de la pédagogie, c'est-à-dire qu'une université, par exemple un client comme Polytechnique, utilise la machine à la fois pour de la recherche et du développement, à la fois pour du prototypage et à la fois pour faire des TP pour les étudiants. Ça rassemble quand même une bonne partie de nos clients aujourd'hui. On va avoir des PME qui font essentiellement de la sous-traitance et qui proposent des pièces. Donc l'avantage dans une grande variété de matières, souvent techniques, que ce soit en thermoplastique par exemple, on arrive à faire du PEC, comme on l'évoquait tout à l'heure avec mon homologue Karim. On arrive à faire des matières, par exemple ici j'ai du polypropylène, donc bonne résistance chimique aussi. On peut travailler voilà, sur des pièces en ABS, polycarbonate, quelques essais aussi sur du pomme qu'on a pu faire, donc des thermoplastiques qui sont techniques. Et après, du coup, la partie céramique qui viendra derrière. Le reste des clients aujourd'hui sont des grands groupes qui font de la recherche et du développement, qui essayent de mettre en avant, on va dire, ce procédé pour voir comment ils peuvent l'intégrer dans le futur sur des nouveaux produits, des nouveaux procédés, des nouvelles lignes de production interne. Donc, c'est pour des besoins internes. Donc, voilà un petit peu les différentes catégories, on va dire, de clients qu'on peut avoir. Et après, sur les typologies d'applications, on va être essentiellement voilà, sur prototypage rapide, souvent fonctionnel. Avant de démarrer mon injection de pièces, je veux pouvoir me faire ma pièce, mon prototype fonctionnel, voilà, dans la bonne matière. Je vais injecter du polypropylène, je veux du polypropylène sur mon prototype. On va avoir des petites séries, typiquement des gens qui vont faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'unités par an de pièces. Donc là, par contre, ça ne nécessite pas de l'injection. L'injection est une barrière trop importante à passer. Donc, je choisis le procédé de fabrication additive qui est plus adapté finalement à mon besoin. Souvent sur des pièces qu'on va qualifier de mécaniques, c'est-à-dire qu'on va être sur des pièces qui vont être sollicitées thermiquement, chimiquement, mécaniquement. On n'est pas sur des pièces qui vont permettre de faire comment dire, de la carrosserie, du maquettage. Il y a d'autres technologies que peuvent proposer par exemple l'ERM comme du thermoformage, des imprimantes multicouleurs de chez Mimaki. Mimaki, qui vont être beaucoup plus adaptées pour pouvoir faire des millions de couleurs avec un niveau de détail juste phénoménal. Là, on est plutôt sur des applications pure industrielle mise en situation. Donc voilà, prototypage fonctionnel, petite série et fabrication d'urgence de manière générale. J'ai besoin d'un outillage pour hier. J'ai une ligne de production qui s'est arrêtée, j'ai une pièce qui a cassé, j'ai besoin de faire redémarrer la ligne rapidement dans une matière qui va être un petit peu sollicitée. Toujours pareil, on reste sur des matières techniques. Là, on intervient. Je crois est-ce qu'on a perdu Karim? Est-ce que Karim est toujours là? Oui, vous m'entendez? C'est bon, on t'a récupéré. Super.
Donc voilà, des fabrications d'urgence, fabrication d'outillage interne pour pouvoir faire du dépannage. Et au-delà finalement de ces on va dire, problématiques, besoins industriels, on fait de la recherche sur des nouveaux matériaux. Donc on en a parlé sur des nouveaux types de résines, des nouveaux types de polyuréthane, sur des silicones très haut de gamme qui vont, par exemple, on fait des essais sur des fluorosilicones, pour ceux qui connaissent un petit peu ces matériaux, c'est des silicones qui vont résister à la chimie des kérosènes, par exemple. Et oui, ça, c'est très intéressant, ça. Voilà, qui vont pouvoir travailler jusqu'à 250 degrés en continu, avec des très bonnes durées de vie. Donc voilà, on fait des essais en ce moment sur des pâtes métalliques, de cuivre par exemple, ou autre. Donc le fait que la machine soit ouverte et soit capable d'accueillir un très grand nombre de matériaux fait que du coup on a une très grande marge de progression et de développement là-dessus. Autre chose à souligner que tu disais Boris en début de présentation, c'est que on peut aussi imaginer personnaliser les têtes. C'est-à-dire qu'on a des disponibilités sur les têtes, que ce soit par exemple sur le filament ou notamment sur le dépôt liquide, pour venir rajouter des éléments, par exemple, d'apport d'énergie, que ce soit UV, infrarouge, chaleur. Vous avez, on peut vous accompagner sur la personnalisation aussi de ces têtes-là. Donc ça, c'est intéressant parce que enfin, pour les gens qui ne sont pas forcément habitués à la fabrication additive aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des machines de fabrication additive vendues dans le monde aujourd'hui se concentrent sur une seule de ces technologies-là, généralement, alors, par exemple la FDM, et les matériaux disponibles sont les matériaux qui sont disponibles et déjà déverminés sur le marché. Le gros avantage avec Linkster, c'est que vous vous ouvrez la possibilité d'étudier de nouvelles matières qui n'existent pas encore dans ces technologies-là sur le marché. Alors bon, le silicone, là maintenant, on y est, sachant qu'il y a un savoir-faire qui est propre. Mais si demain, il y a des nouveaux silicones, s'il y a des nouvelles matières, que ce soit FDM, silicone, pâte, céramique, etc., qui viennent sur le marché, avec la Linkster, vous avez non seulement la machine, mais vous avez aussi le process et l'équipe qui est derrière pour répondre à toutes vos questions au quotidien et pour vous accompagner sur l'élaboration de l'utilisation de nouvelles matières. Voilà. Aujourd'hui, sur les autres marques, la plupart du temps, on achète une machine. Quelles sont les matières disponibles sur cette machine ou qu'on peut imprimer avec cette machine? Les matières, c'est ça, ça, ça. Là, avec la Linkster, c'est ça, ça, ça. Mais si vous avez des nouvelles matières et si vous voulez envisager demain différemment, bah, vous pouvez élargir le champ des possibilités. Exactement. On a eu un commentaire de Francisco. En tout cas, pas de souci si, pour rester en contact et continuer les échanges. Pour information, on s'est bricolé en interne un petit four micro-ondes de fritage avec une bague en SIC. Donc, bon, c'est un petit bricolage interne, mais du coup, on a testé un petit peu le fritage micro-ondes. Ah ben, très bien. Voilà, donc Oui. pour finaliser cette présentation, vous allez retrouver un petit peu tous les champs d'application que j'ai cités tout à l'heure. Une bague d'outillage haute température. En dessous, vous avez des capots de protection qui sont faits en polycarbonate ou en ABS polycarbonate. Sur la photo du milieu, vous avez une bavette de moto qui est maintenant produite en série. Donc, c'est des pièces qui ont servi pour homologuer une moto qui est fabriquée à Bayonne, justement, qu'on avait exposé sur le salon Formnext. Et donc là, on a un PETG chargé fibre de carbone. Sur la partie droite, vous avez des moules qui ont permis de couler du silicone aussi. Un autre procédé. Donc on imprime un moule en thermoplastique et on coupe du silicone à l'intérieur. Ça fonctionne très très bien, ça, sur plusieurs dizaines, centaines de cycles. Exactement, ouais. Exactement. Et ensuite, sur la partie en bas à droite, vous avez un prototype, une maquette en triple extrusion d'un filtre catalytique. Et donc, on peut peut-être passer à la slide suivante. Alors, voilà, donc là on est sur la partie silicone. Je te laisse. Voilà, globalement, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit.
on va rester sur les mêmes domaines d'application, que ce soit prototypage fonctionnel, que ce soit fabrication petite série, que ce soit outillage, maintenance d'urgence sur des domaines industriels, peu importe le secteur d'activité, que ce soit automobile, défense, aéronautique, agroalimentaire, etc. etc. Donc, voilà un petit peu les pièces qui sont dans la slide. Donc, par exemple, un soufflet de protection avec une dureté de 34 short A, donc qui permet vraiment une très très bonne flexibilité. On ne le verra pas forcément très bien sur la vidéo, mais on a une très très bonne fusion des couches. Une tenue, ouais. Voilà. L'avantage, vous voyez peut-être mon pouce derrière la paroi en silicone, mais le procédé, on a un super avantage, c'est qu'on a une isotropie des pièces. Donc la même résistance partout. D'autres outillages, par exemple, qu'on va retrouver, des bouchons en silicone, toujours pareil. Donc là, on a 450% d'élongation, tenue à la température 185 degrés. Et ouais, demain, vous voulez faire une pièce avec une dureté short spécifique. Aujourd'hui, sur le marché, il existe par exemple, en filamentaire, il existe des duretés short, qui sont données, 85 short A, etc., etc. Si vous voulez des duretés short personnalisées, donc avec une matière silicone personnalisée, etc., le gros avantage, c'est que vous pouvez le faire ici. Je vois des questions. Oui, alors, bonjour Alain. Enchanté. Qui nous a laissé du coup ses coordonnées. François, alors pour le silicone, est-il possible d'utiliser une deuxième matière comme support? Alors, il est possible d'utiliser la même matière pour le support. Par contre, je pense, comme vous l'aurez deviné, le support va très bien fusionner à la matière initiale. Donc, le support va se retirer. Il faudra que ça soit avec des éléments coupants, de manière générale. Mais c'est vrai que ce n'est pas très pratique. Donc, pour le moment, on est un petit peu limité au niveau des formes complexes. Il faudra éviter les angles supérieurs à 45 degrés. Typiquement, ce soufflet, il n'y a pas d'angle supérieur à 45 degrés, malgré une lèvre à l'intérieur qui permet d'avoir un contact avec un arbre tournant. Mais on travaille sur une tête un peu particulière qui permettra d'intégrer des matières support avec le silicone et donc qui permettront de pouvoir faire ces formes complexes. Dans les autres applications, on va retrouver en haut à droite une réplique de joint de culasse, par exemple, ou de joint d'étanchéité plat avec des passages de vis. Un bouchon de protection en bas à droite, typiquement sur des post-traitements qui peuvent être appliqués sur des pièces, par exemple métalliques, sur des bains, des traitements thermiques, des choses comme ça. La particularité aussi, chose intéressante, on peut déposer des liquides sur un substrat. Donc par exemple, là on a déposé du silicone sur un tissu. Fait intéressant, le silicone s'imprègne super bien sur le tissu. Du coup, on a vraiment une très très bonne tenue de la matière sur le substrat. Donc ça s'est fait avec voilà, tout ce qui est domaine du luxe, domaine de la bagagerie, du sac à main personnalisé, etc. etc. On peut imaginer des intégrations de fonctions, c'est-à-dire imaginer des matériaux qui ont été fonctionnalisés pour pouvoir transmettre de la puissance électrique. Voilà, ce genre de projet, on ne pourra pas en dire trop, puisqu'après, c'est des projets clients confidentiels, mais voilà un petit peu les choses qui peuvent se faire sur cette machine. Très bien. Merci Karim pour la présentation. Alors, pour la présentation sur les silicones. On a pas mal parlé des bases céramiques. Est-ce que tu as des commentaires sur ce sujet? Alors, globalement, on ne va pas redire ce qui s'est dit, mais voilà un petit peu des exemples de pièces. Alors, sur la gauche, vous avez une pièce qui est en alumine, et sur les deux parties de droite, vous avez des pièces qui sont en cordierite. Donc, par exemple, sur la droite, c'est un exemple de filtre catalytique qu'on peut retrouver dans l'industrie. Et de manière générale, les céramiques techniques qui vont être utilisées pour leurs propriétés mécaniques de très, très grande dureté. Donc, matériaux ne se dilatant pas avec les différences de température, qui peuvent être isolants thermiques ou isolants électriques. Donc,
propriétés qu'on pourra retrouver dans l'industrie sur des applications automobiles, spatiales, électroniques, médicales, etc., etc. J'ai Michel Serrandour qui a levé la main. Alors, je vais permettre de parler. Oui, Michel. Alors, le micro est coupé, je crois. Ah, alors, je vais activer. Je peux. Ah, si, je peux. Oui, Michel. Non. Ah, Michel, je t'invite à poser ta question dans l'onglet QR. Ça sera certainement beaucoup plus facile, je pense. Celui qui nous laisse. Merci à Anthony. Ah, et Michel qui a... Problème micro. Bon, ben, Michel, tu peux poser ta question dans l'onglet QR hein, si tu veux. Très bien. Enfin, je tenais à parler d'un petit, on va dire, dans le cadre de l'intégration de chaînes process, on va le faire très rapidement puisque j'ai consacré un autre webinaire sur le sujet que vous pouvez consulter sur notre chaîne YouTube. Sachez que dans le cadre de l'intégration totale d'un process chez nos clients, donc, dont Linkster peut être un constituant, sachez qu'aujourd'hui, ERM est distributeur exclusif de la marque Additive Manufacturing Technology pour le post-traitement de pièces issues d'impression 3D FDM, SLS et puis tout ce qui est poudre, tout ce qui est globalement poudre. Donc, très simplement, les gros avantages, lisser la pièce, c'est-à-dire qu'on peut arriver à atteindre un RA de 1 micron. On peut augmenter les propriétés mécaniques sur les pièces issues de FDM. Donc comme c'est un process chimique, du coup, il y a une fusion vraiment des couches aussi en Z grâce à ces machines-là. Donc, du coup, on augmente les propriétés mécaniques. Donc ça, aujourd'hui, c'est des machines de post-traitement automatisées qui ont un énorme intérêt, qui, enfin, ont l'intérêt d'obtenir une répétabilité sur la qualité lorsqu'on envisage la fabrication additive comme un processus industriel. Donc, avec Linkster et avec ERM Fab Test, on peut vous fournir la totalité d'une chaîne process avec de la fabrication additive et des moyens de post-traitement industriel. Donc, si vous avez plus de questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous poser les questions directement ou à voir les webinaires, le webinaire consacré à la marque que j'ai fait il y a maintenant 2 semaines. Voilà. On n'a pas d'autres questions. Et n'hésitez pas si... Alors n'hésitez pas, on arrive à la fin de ce webinaire, donc c'était très intéressant. Je pense qu'il y a eu, pour le coup, il y a eu plein de questions. Le rapport nombre de questions sur nombre de participants est assez énorme pour le coup. 42 questions. Un grand merci encore à tous les participants. Encore une fois, si vous avez, voilà, merci François, c'est parfait. Donc là, à ce moment-là, je vois Mine de Saint-Étienne. Donc à mon avis, c'est Pascal Torciello, notre commercial pour l'enseignement supérieur qui vous contactera directement à l'issue de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos remarques, vos impressions en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par vous-même à l'issue de ce webinaire, le temps que nous déblayons toutes les questions, que nous prenions toutes les coordonnées, etc. On risque de vous rappeler et de vous recontacter certainement dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, et encore un grand merci à toi, Karim. C'était très intéressant et de très bonne qualité, webinaire de très bonne qualité. Merci à tout le monde, merci à toi Boris, merci à tous les participants. C'est toujours un plaisir en tout cas d'échanger. Souvent, du coup, on l'avait deviné, mais sur des questions très techniques. C'est toujours un plaisir. De toute façon, c'est notre ADN, donc avec grand plaisir. Très bien. Merci à tout le monde. Merci à François qui nous laisse un joli message. Roland Vinsicki, je ne vais pas le dire de manière très bien, mais bon. Merci à vous. Merci Jean-Noël. Merci Eric. Et puis, dans tous les cas, on vous contacte bientôt. N'hésitez pas encore une fois
qu'est-ce que je veux dire, à vous abonner à notre chaîne YouTube de chez ERM Fab Test. Je ne sais pas si Inkster, du coup, vous avez une chaîne YouTube. Je pense que oui, hein. Ouais, 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 on en a une. Bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos encore, mais ça se prépare. On a quelque chose C'est ça, c'est ça. qui Donc devrait. généralement, c'est que du contenu très technique, très intéressant, de la jolie vidéo de présentation. Il y a énormément d'informations déjà dans ces contenus-là. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous abonner. On va dire que alors pour la partie ERM Fab Test, nous jusqu'à mi-septembre, alors sauf, on va dire, il va se passer une période de mi-juillet à mi-août où globalement tout le monde est en vacances. Mais jusqu'à là, on a notre programme de webinaire qui est chargé. On va dire, on sort un webinaire toutes les semaines jusqu'à fin septembre de programmer. Donc, on vous promet du joli contenu pour la suite. Donc, dans tous les cas, encore un grand merci à tous. Un public, je crois, essentiellement masculin ce jour. Donc, à toutes et à tous, si j'en ai oublié. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Je te souhaite une très bonne journée, Karim, une très bonne journée à tout le monde. Un grand bonjour à l'équipe. Et puis, on se dit à bientôt. Ça marche. Merci à tous. Merci, Karim, et puis merci à tous. Et puis à très bientôt. Au plaisir. Au revoir.